bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de venir ici pour m'écouter vous parler de supraconductivité. Alors la supraconductivité, on pourrait se dire mais quel est son rapport avec le quotidien? Qu'est-ce que c'est que cet effet étrange? Et c'est un effet qui n'est pas du tout quotidien, c'est un effet qu'on a découvert en laboratoire, qu'on n'observe que dans des conditions très particulières. Mais en fait, je vais vous montrer que cette supraconductivité, elle apparaît dans des objets de la vie de tous les jours. Et c'est ça le point commun, par exemple, entre ici, ce train supraconducteur, et ici, cet IRM d'hôpital qui permet de faire de l'imagerie, qui permet de détecter, par exemple, des tumeurs cancéreuses. En fait, ces deux objets utilisent cette propriété tout à fait étonnante de la matière, qui est la supraconductivité. Donc cette supraconductivité, qui est un effet très artificiel de laboratoire, très conceptuel, très abstrait, vous allez voir, et bien en fait, on le retrouve dans des objets de la vie de tous les jours. Et c'est souvent le cas en physique, et notamment dans mon domaine, qui est celui de la physique quantique. Donc je vais vous emmener dans ce voyage à travers la physique quantique pour vous montrer comment, à partir d'une physique à nouveau abstraite et fondamentale, on va arriver finalement à faire léviter des trains ou à permettre à des hôpitaux de détecter par exemple des tumeurs. Et c'est ce voyage que je vous propose de faire avec moi. Alors, comment on obtient cette supraconductivité? Quels ingrédients faut-il pour voir apparaître de la supraconductivité? Et bien en fait, on a une recette de cuisine assez simple où il va vous falloir de la physique quantique, il va vous falloir du froid, et il va vous falloir plein de scientifiques. En l'occurrence, ce sujet a fait l'objet de 13 prix Nobel au cours des 100-110 dernières années. Donc c'est un des grands sujets de la physique moderne, des solides et de la physique quantique. Donc je vais un petit peu vous expliquer d'abord ce qu'est la physique quantique, pourquoi on en a besoin pour comprendre cette supraconductivité. Ensuite, je vous expliquerai ce qu'est le froid. Et le froid, notamment pour moi, physicien, quand moi je parle de froid, je parle en général de températures qui sont plutôt à moins 200, moins 250 degrés, donc c'est vraiment un froid considérable. Et puis avec tout ça, je vous montrerai comment on obtient de la supraconductivité et surtout quel phénomène tout à fait exceptionnel on observe grâce à la supraconductivité. Et vous allez voir qu'on peut notamment, grâce à la supraconductivité, faire de la lévitation quantique. Donc il faut tenir le coup à travers les explications que je vais vous proposer maintenant pour aller jusqu'au moment assez étonnant de l'exposé, vous allez voir, qui est la lévitation quantique. Alors on commence avec la physique quantique. Alors la physique quantique, qu'est-ce que c'est? C'est une physique développée il y a bientôt 100 ans, par 15, 20, 30 physiciens qui étaient en Europe et qui, en une dizaine d'années, ont construit tout un corpus de théories, d'expériences, pour arriver à décrire les lois de la physique à l'échelle du tout petit. La physique, on l'a bien comprise depuis plusieurs centaines d'années, en général à l'échelle, à notre échelle à nous. Je comprends pourquoi moi, je tombe, le sol m'attire, c'est la gravité, et ça date de Galilée et Newton. Par contre, comprendre ce qu'est un atome, ce qu'est un électron, ce qu'est une molécule, ça, finalement, on a su le faire relativement récemment. Et on s'est rendu compte, en faisant ça, que l'atome, la molécule, l'électron, tous ces objets très petits qui composent, par exemple, notre corps, ne se comportent pas du tout comme on en a l'habitude. Si vous prenez un objet quantique comme un atome, il ne faut surtout pas l'imaginer comme une boule. Il ne faut pas l'imaginer comme une balle de tennis, par exemple. Un objet quantique, une balle de tennis quantique, par exemple, ça serait à la fois une balle, un corps, on dit, nous, qui a une masse, qui peut rebondir, qui a un poids, qu'on peut bouger, et en même temps une onde. C'est assez étonnant et c'est assez surprenant et on a beaucoup de mal à s'y faire, mais dès que vous allez penser à un objet quantique, il faut l'imaginer à la fois comme un corps et une vague, un peu comme une vague dans la mer. Alors ça, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste une idée de physicien? En fait, non, ça a été testé expérimentalement et on le teste, nous, au quotidien dans nos laboratoires, et même on utilise en général ces propriétés-là pour créer des nouvelles technologies, par exemple. Et vous allez voir que cet ingrédient-là, que n'importe quel objet de physique quantique est à la fois un corps et une onde, va être crucial pour comprendre la supraconductivité. Alors, quand est-ce qu'un objet est quantique? Quand est-ce que les lois de la physique quantique s'appliquent? Eh bien, elles s'appliquent à tous les objets un peu petits. Alors, petit, c'est par exemple un atome. Là, je l'ai dessiné comme une boule, mais vous avez bien compris que mon dessin ne vaut rien du tout parce que c'est une boule dont les bords sont un peu flous et qui est en fait plutôt une onde qu'une boule. Il faudrait qu'elle soit un petit peu comme ça. Et ce n'est pas juste parce qu'elle irait vite, c'est vraiment parce que l'électron dans l'atome est partout à la fois. Cet objet-là fait 1/10 milliardième de mètre ou 2/10 milliardième de mètre. Donc on est à l'échelle du très petit. Autre exemple d'objet quantique, une molécule. Si vous prenez plusieurs atomes et que vous les assemblez, ici par exemple une molécule de 60 atomes de carbone, ça reste un objet complètement quantique. Cette molécule-là se comporte comme un corps et une onde, au point que des physiciens ont même réussi à la prendre et à l'envoyer contre deux fentes et à se rendre compte qu'elle passait à travers deux fentes à la fois. Autre objet quantique de notre quotidien, la lumière. La lumière qui m'éclaire par exemple en ce moment, ou qui vous éclaire peut-être vous, chez vous, devant l'ordinateur. Cette lumière-là est composée de photons, des petits grains qui sont en même temps des ondes. Et la couleur de la lumière, c'est justement d'ailleurs la distance entre les vagues de l'onde. Donc finalement, la physique quantique, on baigne dedans sans s'en rendre compte.
Et tant mieux, parce que sinon la vie serait très compliquée à comprendre et il n'y a que les physiciens vraiment expérimentés qui savent manier cette physique quantique en termes d'équations et de savoir-faire. Alors nous, dans notre vie quotidienne, puisque c'est après tout ce qui nous préoccupe ici, cette physique quantique, elle permet de comprendre un certain nombre d'objets qu'on ne comprenait pas avant. Ça ne veut pas dire qu'on ne les utilisait pas, hein. Ce n'est pas la physique quantique qui a inventé l'électricité ou le fil électrique, mais c'est la physique quantique qui a permis par exemple de comprendre ce qu'est la résistance électrique dans un fil électrique qu'on branche. Quand vous branchez un fil électrique, vous savez bien que votre grille-pain, par exemple, chauffe. Il chauffe parce que les électrons qui sont dedans s'agitent. Et en s'agitant, ils font chauffer le métal. Et ça, en fait, on ne l'a compris vraiment qu'avec la physique quantique. On n'a pas compris l'électron avec la physique quantique, mais on a compris comment il crée cette chaleur en se déplaçant. Parce que cet électron, c'est une petite onde. L'onde se déplace dans le métal et en se déplaçant, va cogner sur certains défauts du métal qui vont la gêner. Elle ne va pas du tout cogner sur les atomes du métal. Elle va cogner sur quand un atome n'est pas là où il devrait être. Et donc la résistance électrique, ce qui va faire qu'un grille-pain chauffe, par exemple, ou qu'il ne faut pas toucher une ampoule sous peine de se brûler, eh bien cette résistance électrique, on l'a expliquée finalement grâce à la physique quantique. On a compris ce qui faisait la résistance électrique des métaux qui nous entourent et des isolants, en ayant compris les électrons qui les composaient. Autre exemple d'objet quantique du quotidien, alors si on va à la diapo suivante, eh bien, par exemple, alors je n'ai pas de diapo, je vais inventer, c'est pas grave, les aimants. Les aimants qui nous entourent en général au quotidien, par exemple le magnet que vous avez accroché sur votre frigo, eux on les connaît depuis plusieurs milliers d'années. Mais ces aimants, en fait, on en a compris les propriétés que grâce à la physique quantique. La physique quantique a permis de comprendre que dans un aimant, chaque atome est composé d'électrons et ces électrons portent des petits aimants. Un exemple d'application de ce magnétisme, de ces aimants quantiques, on l'a, alors là il y a plein de trucs qui arrivent partout, c'est vraiment la conférence en direct. Donc on a la molécule, on continue juste après, vous vous souvenez, on a la lumière qui est quantique, on continue encore après, on avait le courant électrique qui était quantique, et là on a maintenant les aimants sur le frigo. Et ces aimants sur le frigo, en fait, ce qui fait qu'ils sont des aimants, ce qui fait que certains matériaux sont des aimants, par exemple l'acier, mais pas l'aluminium, on ne l'a compris que grâce à la physique quantique. Autre exemple d'objet quotidien qu'on ne comprendra grâce à la physique quantique, la matière. En fait, la couleur de la matière, ce qui fait qu'elle est dure ou molle, ce qui fait qu'une main ne passe pas à travers une autre main, tout ça, on le doit à la physique quantique. Ce qui fait par exemple qu'un diamant est dur, eh bien, c'est qu'on ne peut pas rentrer d'autres atomes dans le diamant par principe d'exclusion de Pauli. Donc c'est plein de lois de la physique quantique assez subtiles qui ont permis de comprendre des choses aussi bêtes que la solidité de la matière, le fait que certains matériaux sont transparents et pas d'autres. Ici, regardez, on voit un diamant et la mine d'un crayon. Je n'ai pas mis ça par hasard, c'est parce que le diamant et la mine d'un crayon sont tous les deux composés exactement des mêmes atomes de carbone. Et les chimistes ne comprenaient pas bien au XIXe siècle pourquoi est-ce que le charbon et le diamant sont si différents. L'un est dur, transparent, magnifique, l'autre est très friable, fragile, métallique, noir. Les deux sont composés des mêmes atomes pourtant. Et la raison à ça, vraiment, on la doit à la physique quantique. La façon qu'ont les électrons, ondes quantiques de se comporter dans ces deux matériaux n'est pas la même, et c'est ça qui va expliquer que l'un est un métal, l'autre est un isolant. Autre exemple, le laser. Alors le laser, c'est encore plus remarquable. Ce n'est pas seulement que c'est un objet qu'on ne va comprendre que grâce à la physique quantique. Là, en fait, ce sont les physiciens de la physique quantique qui l'ont inventé. Le laser, ça n'existe pas à l'état naturel. Cette lumière absolument unidirectionnelle, magnifique, à une seule couleur, elle n'existe pas à l'état naturel. En fait, elle a été inventée en laboratoire par des physiciens qui avaient compris la physique quantique et qui ont donc pu en quelque sorte domestiquer les atomes et la lumière qu'on y envoie pour créer des effets tout à fait nouveaux et étonnants. Ici, par exemple, on utilise le fait que des atomes ont des niveaux d'énergie et certaines formes d'électrons en eux pour les exciter avec de la lumière et créer une lumière d'un style tout à fait nouveau. Donc ici, c'est les physiciens de la quantique qui ont inventé une nouvelle technologie. Autre exemple, toute l'électronique qui vous entoure. Ici, on a un microprocesseur. Un microprocesseur moderne, ça contient 1 milliard de transistors. Ces transistors ont été inventés par les physiciens de la quantique, et c'est même mieux, l'un de ces physiciens, on va en reparler après, il s'appelle Bardeen. Non seulement il a aidé à inventer le transistor qui a servi à toute l'électronique moderne, vos téléphones portables, vos tablettes, vos ordinateurs, et c'est ce même physicien qui, 10-15 ans après, comprend la supraconductivité. Il aura 2 prix Nobel d'ailleurs, un pour avoir inventé le transistor, l'autre pour avoir compris la supraconductivité. Donc vous voyez, on est dans une physique très fondamentale, très complexe, mais qui a révolutionné notre quotidien également. La physique quantique, j'en dis pas plus, vous pourrez aller sur le web pour vous renseigner, on va vous mettre des liens. Je vais maintenant vous parler du deuxième ingrédient nécessaire à la supraconductivité, et c'est le froid. Alors le froid, qu'est-ce que c'est? Il faut d'abord que je vous explique ce que c'est que la température pour un physicien. Pour un physicien, la température, c'est le mouvement. Prenez un gaz, par exemple.
Un gaz, on peut l'imaginer comme des atomes ou des molécules qui bougent n'importe comment, les uns à côté des autres. C'est ce qu'il y a autour de moi dans l'air. Là, il y a plein de molécules en ce moment qui sont en train de bouger, invisibles, assez diluées, mais elles me permettent de respirer, par exemple. Pour le physicien, s'il veut dire quelle est la température de cette pièce, il va regarder comment bougent ces molécules, comme je les vois en ce moment sur mon animation. Il va faire la moyenne de ce mouvement, et plus elle bouge vite, plus il dira qu'il fait chaud, plus elle bouge lentement, plus il dira qu'il fait froid, et il sait relier le mouvement de ces molécules, leur vitesse au carré, avec la température. On sait d'ailleurs très bien ce qui se passe si on refroidit un gaz, il devient liquide. Pourquoi il devient liquide? Parce que tous les atomes continuent à bouger, mais maintenant se sont accrochés les uns aux autres par des attractions, ils sont attirés par des forces en général électriques, on appelle ça des forces de Van der Waals par exemple, et maintenant ils se tiennent tous entre eux de sorte que si je les mets dans un verre, ils ne s'échappent pas dans la pièce. Il faut quand même un verre pour les contenir, ça peut couler un liquide, mais un liquide finalement c'est des atomes accrochés les uns aux autres, ils se touchent presque, donc on a un atome qui fait quelques 10 milliardièmes de mètre, voisin d'un autre atome qui fait quelques 10 milliardièmes de mètre, etc. etc. Si on refroidit encore un liquide, on va obtenir un solide. Un solide, c'est presque comme un liquide, sauf que les atomes sont tellement bien accrochés entre eux que, d'abord, en général, ils vont s'organiser, pas toujours, mais souvent, et puis en plus, ils peuvent tenir sans récipient. Mais j'attire votre attention sur le fait que dans un solide, regardez bien, les atomes continuent de bouger. Ils ne bougent pas beaucoup, ils bougent bien moins que ce que je vous ai montré ici, mais ils bougent un petit peu. Et donc un solide peut être chaud ou froid. La différence entre une casserole chaude et une casserole froide chez vous, par exemple, si vous la touchez, c'est juste que les atomes de cuivre, par exemple, qui composent la casserole, bougent beaucoup, il fait chaud, ou peu, il fait froid. Donc le froid pour le physicien, c'est le mouvement. Faible mouvement, il fait froid. Fort mouvement, il fait chaud. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de définir, nous, la température. Et on va appeler sur cette température le zéro absolu quand plus rien ne bouge. Et à partir de ce zéro absolu, plus on chauffe, plus ça bouge. Si je suis à 100 degrés du zéro absolu, on va dire que ça bouge comme ça. Si je suis à 200 degrés du zéro absolu, ça bouge en gros 2 fois plus. Manque de chance, Celsius, un Suédois à l'époque, avait voulu définir la température pour que ça soit pratique pour tout le monde. Et il avait dit, le zéro, on va choisir un truc que tout le monde peut faire chez soi, c'est quand l'eau se transforme en glace. Mais pour nous, le zéro, ce n'est pas du tout ça. Parce que la glace, les atomes continuent d'y bouger. Donc pour le physicien, le zéro, en fait, il est bien plus froid que ce que pensait Celsius. Il est à moins 273,15 degrés. Donc on redéfinit cette température dans nos unités à nous, mais ce que vous pouvez vous retenir au niveau de cet exposé, c'est que le zéro absolu, quand plus rien ne bouge, c'est moins 273,15. Je ne peux pas aller en dessous parce que ça voudrait dire que je fais encore moins bouger un truc qui déjà ne bouge pas, ce qui n'a pas de sens. Par contre, dès que je vais monter depuis ce moins 275, je vais réchauffer la matière et faire de plus en plus bouger les atomes. Donc maintenant, on a deux ingrédients, le froid et la physique quantique. Alors le champion du monde du froid, on peut dire que c'est Kamerlingh-Onnes. Kamerlingh-Onnes, c'est lui, c'est ce bonhomme en blouse blanche à genoux. Il est à côté ici de son directeur de thèse qui s'appelait Van der Waals, un autre grand physicien de cette discipline-là. Les deux sont hollandais. On est au début du XXe siècle et Kamerlingh-Onnes se donne le défi d'aller plus froid que n'importe qui avant sur Terre. Le record d'avant, on le devait à un Anglais qui s'appelait James Dewar, qui avait réussi à descendre jusqu'à 20 degrés du zéro absolu. Dans nos unités à nous, ça ferait à peu près moins 250 degrés. On est déjà incroyablement plus froid que n'importe où sur Terre. Kamerlingh-Onnes a envie d'aller encore plus froid. Et pour faire ça, il sait qu'il faut qu'il arrive à rendre liquide l'hélium. L'hélium est le seul gaz qu'on n'arrivait pas à rendre liquide à l'époque, et il va mettre plusieurs années à arriver à rendre l'hélium liquide. Il va réussir à faire ça dans ce laboratoire. Regardez, photo noir et blanc, ce laboratoire, en fait, on peut le visiter dans le musée de Leiden en Hollande. Si vous y passez un jour, allez-y, il sera en couleur. C'est un laboratoire plein d'énormes pompes, plein de gros thermos, on appelle ça des Dewar, c'est-à-dire des vases qui isolent très bien le liquide. Et en manipulant, disons, des grosses pompes, des détentes et des tas de liquides froids et de gaz froids, il va arriver, en 1908, à rendre l'hélium liquide. Et en faisant ça, il va arriver à avoir un liquide qui est plus froid que tout ce qui existait sur Terre. Ce liquide peut aller jusqu'à 1 ou 2 degrés du zéro absolu. Et il va arriver à descendre à quelques degrés du zéro absolu avec ce liquide. Et tout de suite après, ce que Kamerlingh-Onnes va faire, c'est plonger tout ce qu'il peut dedans pour voir ce que ça devient, puisque c'est le premier sur Terre à aller à ces températures. Et en particulier, il va découvrir ce phénomène auquel il ne s'attendait absolument pas, qu'est la supraconductivité. Alors ce n'est pas un coup de chance comme on pourrait le penser, oh bah tiens, il a mis un peu n'importe quoi et soudain il a découvert la supraconductivité. Il faut se rendre compte que Kamerlingh-Onnes, ça faisait 10-15 ans que son but était de mesurer les propriétés de la matière à très basse température. Il va découvrir quelque chose d'inattendu, mais j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas parce que c'est inattendu que c'est un coup de chance. Il voulait vraiment découvrir des choses inattendues à basse température, et évidemment cette découverte l'a surprise. Alors c'est quoi cette découverte? Qu'est-ce qu'il est en train de découvrir? Eh bien c'est le 8 avril 1911. Il est avec plusieurs autres physiciens dans la pièce, tout son groupe en réalité.
Et ils sont en train de mesurer pour la première fois ce que devient la résistance électrique d'un métal à basse température. Vous imaginez que vous prenez un courant électrique chez vous, par exemple votre grille-pain, est-ce qu'il marcherait mieux ou moins bien si vous le refroidissiez? Alors on pourrait se dire, ben non, ça va moins bien marcher parce que ça va moins bien chauffer. Eh bien non, en réalité, quand on refroidit un métal, il marche mieux. Pourquoi il marche mieux? Parce que les électrons qui font le courant électrique dans un métal c'est quoi? C'est des électrons qui se déplacent et qui en avançant font du courant électrique. Eh bien quand on va le refroidir, ce métal, il va mieux s'organiser, il va se calmer, puisqu'on a dit qu'il allait moins bouger, et en bougeant moins, il gêne moins les électrons, parce que les électrons sont des petites vagues qui maintenant vont très bien passer dans le métal. Plus on refroidit un métal, mieux il conduit. Donc vous auriez intérêt, à la limite, chez vous, à installer toute votre installation électrique dans de l'azote liquide à moins de 200 degrés, vous gagneriez sur votre facture EDF. Alors évidemment, ça aurait un coût énorme en termes de cryogénie, tous ces liquides ils sont compliqués à mettre en place, mais du point de vue de la consommation électrique, vous avez intérêt à travailler avec les métaux les plus froids possibles. Et Camerlingens, lui, se pose la question suivante. Il se dit, est-ce qu'un métal, si je l'amène carrément très près du zéro absolu, va continuer à mieux conduire ou pas? Son intuition, c'est que probablement, au bout d'un moment, il va continuer à conduire, mais il ne va pas mieux conduire ou moins bien conduire, parce qu'il y aura toujours quelques défauts qui vont gêner les électrons. D'autres physiciens à l'époque disent que ça va moins bien conduire, parce que quand on s'approche du zéro absolu, à un moment donné, les électrons vont se geler. Et si les électrons se gèlent, ils ne peuvent plus bouger, et donc il n'y a plus de courant électrique. Et donc des physiciens à l'époque disent, attention, ne faites surtout pas un grille-pain à 1 degré du zéro absolu, il ne marchera plus. La devise de Camerlingens, comme celle des physiciens en général, c'est par l'expérience, la connaissance. On va faire l'expérience et on va regarder ce qu'il en est. Et donc il fait cette expérience et il mesure ça. C'est la seule courbe scientifique que je vais vous montrer dans cet exposé, mais là ça vaut le coup un petit peu d'y réfléchir. Une courbe scientifique, c'est quoi? C'est qu'en général, vous tracez un axe en fonction d'un autre axe. Cet axe-là, c'est la température. Regardez bien ce qu'il y a décrit. C'est écrit à la main, il n'y avait pas d'ordinateur, on est en 1911, 4,1, 4,2, 4,3. Il est en train de mesurer la température, mais on n'est pas à 4 degrés quand il fait froid l'hiver. Là, on est à 4 degrés du zéro absolu. On est à moins 269 degrés. Et dans cette expérience à moins 269 degrés, il mesure le mercure, dont on voit ici le symbole chimique et qu'il a écrit pour nous le rappeler. Et ce qu'il est en train de tracer, c'est la résistance en fonction de la température. Et ce qu'il voit au début, regardez, c'est que ça descend. Ça veut dire que la résistance descend, donc ça conduit mieux quand je refroidis. Et soudain le drame. Regardez bien cette ligne en pointillé. Il n'y a aucun point de mesure. Le point suivant qu'il mesure, il est ici, regardez, il est tout en bas. Il y a quelques petits points qui ont l'air d'être à 0. Alors il sait bien que ce n'est pas exactement à 0 parce qu'il n'a pas un outil très sensible pour le mesurer, mais il a l'impression que c'est presque à 0. Autrement dit, soudain, le 8 avril 1911, il mesure qu'un bout de métal, quand on le refroidit à 4 degrés seulement du zéro absolu, a une résistance qui devient nulle. C'est exactement l'opposé de ce qu'on attendait. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'un métal, quand vous le refroidissez très près du zéro absolu, devient absolument parfait. Parfait au sens où les électrons maintenant s'y déplacent sans aucune résistance, sans ne subir aucun choc. Ça le surprend énormément. Il appelle ça de la supraconductivité. En fait, il donnera ce nom-là quand il va recevoir le prix Nobel 2 ans après pour cette découverte et puis tout ce qu'il a fait grâce à l'hélium liquide. Mais il n'y comprend rien. Il ne comprend pas comment il est possible que dans un métal soudain, et ce qu'il y a d'encore plus incroyable, c'est que c'est soudain, vous avez vu cette espèce de chute brutale en 1/100 de degré, que soudain tous les électrons aient l'air de conduire parfaitement. Qu'est-ce qui s'est passé à 4,2 degrés du zéro absolu dans le mercure pour soudain changer à ce point-là le comportement des électrons? Donc on nomme l'effet sans le comprendre. C'est aussi souvent le cas en physique, on va découvrir expérimentalement des effets inattendus et ensuite passer un certain temps pour les comprendre. Cet effet-là, il va falloir plus de 50 ans pour le comprendre. Et je vous montrerai à la fin de l'exposé qu'en fait, on n'a pas encore tout compris et que ça reste un des sujets de recherche les plus étudiés de nos jours dans les laboratoires. Mais avant ça, je vais vous montrer une deuxième expérience encore plus incroyable. Suite à cette première expérience sur l'électricité, Camerlingens se dit « c'est pas possible, la résistance ne peut pas être nulle parce que sinon, je pourrais imaginer l'expérience suivante. » Il se dit « je pourrais imaginer de prendre un anneau de métal, regardez, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. On a fait une petite animation pour ça parce que si on voulait le filmer, ça serait dans l'hélium liquide, ce serait compliqué. Je prends un petit anneau de métal et je mets une pile et je fais passer du courant électrique. Et ça chauffe. Et si j'enlève la pile, ça va s'arrêter. Mais si ce métal est devenu supraconducteur et que je mets du courant dedans, il va rester jusqu'à la fin des temps. Il va rester et tourner jusqu'à la fin des temps. Il y aura un courant perpétuel parce qu'il n'y a plus de résistance électrique. Et donc, Camerlingens comprend très vite, en bon physicien, que l'expérience qui montrait juste avant que la résistance peut être nulle dans un métal impliquait une expérience absolument incroyable et impossible, normalement pour tout physicien qui se respecte, qui est un mouvement perpétuel. On saurait faire circuler un courant dans un anneau en permanence. Et il essaye. Il prend très vite un anneau,
fait d'un matériau supraconducteur, je crois que c'est de l'étain. Il prend cet anneau, il met du courant dedans, il met ça dans de l'hélium liquide et il attend. Il attend quelques heures, quelques jours, quelques semaines, et il revient au bout de quelques semaines remesurer, et il se rend compte que le courant n'a pas bougé, il continue de circuler. C'est une expérience que maintenant on a fait sur des dizaines d'années dans des expériences très sophistiquées, et on a vu qu'effectivement la résistance étant parfaitement nulle, le courant se maintient dans cette boucle jusqu'à l'infini. Et vous allez voir que ce truc de laboratoire, très fondamental, très abstrait là aussi, en fait a une utilité directe, par exemple, dans le train et l'IRM, dont je vous reparlerai juste après. Mais avant ça, je vais vous montrer une troisième expérience, encore plus incroyable celle-là, peut-être celle que je préfère, l'expérience de Meissner. Meissner fait ça, regardez. Il prend un supraconducteur, ici la galette noire, et il met un aimant dessus, et il refroidit le matériau pour le rendre supraconducteur, et regardez ce qui va se passer. Soudain, l'aimant se met à léviter. Le supraconducteur, cette galette noire assez inoffensive a priori, qu'on a mis dans un liquide très froid, je vous le rappelle, à l'azote liquide, a fait léviter l'aimant. Regardez ce qui se passe quand on réchauffe le matériau, qu'on enlève le liquide, ça s'arrête, la pastille retombe. Autrement dit, Meissner montre, en Allemagne, dans les années 30, qu'un matériau supraconducteur repousse les aimants. Et la raison à ça, je vais vous l'expliquer après, elle viendra plutôt dans les années 50-60. Mais souvenez-vous qu'un supraconducteur, c'est deux choses étonnantes à la fois. Un, il conduit parfaitement le courant. Deux, il fait léviter les aimants. Et cette lévitation, elle est d'un style tout à fait particulier. J'aimerais vous montrer une deuxième vidéo où on a fait presque la même chose. Regardez bien, on prend une grosse pastille noire, ici, on met un gros aimant dessus et on la refroidit avec ce liquide dont vous pouvez peut-être avoir l'impression qu'il est chaud sur la vidéo. En fait, il est à moins 200 degrés, on est dans de l'azote liquide. Hein. Et regardez, ce n'est pas une lévitation dont on a l'habitude, ce n'est pas juste un aimant qui flotterait au-dessus d'un autre aimant. Regardez, la personne là, elle est en train de pousser l'aimant, ça c'est quelque chose qu'on a fait avec des étudiants dans notre laboratoire. Maintenant, elle soulève l'aimant. Là, c'est plus de la lévitation, c'est de la suspension. En fait, l'aimant est accroché. Il est accroché à distance par des ancres invisibles, ici, qui le retiennent et qui fait qu'on peut faire n'importe quoi, ça tient. On a inventé une façon, pour la première fois, de tenir sans toucher. Et donc, vous voyez là qu'on a quelque chose qu'on n'avait jamais vu en physique jusqu'à présent. Vous savez bien, si chez vous, vous prenez une balle de ping-pong et que vous la faites flotter au-dessus d'un sèche-cheveux, si vous tournez le sèche-cheveux, ça tombe. Si vous prenez deux aimants et que vous essayez de les faire repousser l'un avec l'autre, ça marche. Mais juste après, le deuxième aimant se recolle dans l'autre sens. Je défie quiconque qui regarde cette vidéo d'essayer de faire flotter deux aimants l'un au-dessus de l'autre sans tricher, sans ficelle, sans mur, et de nous envoyer la vidéo sur YouTube. Il aura le prix Nobel dans l'instant. Ça n'est pas possible en physique. Et pourtant, ici, c'est possible, parce qu'ici, on n'a pas un aimant qui repousse un autre aimant. On a un supraconducteur qui repousse un champ magnétique d'une façon tout à fait particulière. Les physiciens qui vont comprendre ce qui se passe, ils sont nombreux, il y en a plusieurs tout au long du siècle. London, Landau, Feynman ont contribué à ça, mais les trois qui ont finalement résolu le problème, c'est ces trois-là. Ici, Bardeen, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'homme qui invente le transistor et qui va comprendre la supraconductivité. Ici, un des étudiants avec qui il travaillait à l'époque, Leo Cooper. Et ici, Schrieffer. Ces trois-là, Bardeen, Cooper et Schrieffer, dans les années 50, fin des années 50, aux États-Unis, vont soudain comprendre pourquoi certains métaux deviennent supraconducteurs. Alors, tous les métaux ne deviennent pas supraconducteurs, mais de nombreux, comme l'aluminium, le niobium, l'étain, le mercure, deviennent supraconducteurs. Et ce qu'ils comprennent en fait, c'est que l'explication, elle est quantique. Il faut absolument abandonner l'idée d'électrons qui seraient des petites billes dans les métaux et se souvenir que les électrons sont des vagues, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et eux disent, en fait, ces électrons, non seulement c'est des vagues, mais à basse température, ils vont faire ça. Regardez bien l'animation qu'on va voir maintenant, c'est celle qui va vous donner la clé du puzzle. Dans un métal, les électrons se déplacent comme des petites vagues, c'est ces petites bosses rouges que j'ai mis ici au-dessus des atomes, mais qui font n'importe quoi les unes par rapport aux autres. Et soudain, à basse température, il va se passer quelque chose de tout à fait hallucinant. Les électrons vont se mettre à danser, regardez, avec cette espèce de danse les uns contre les autres, et former une nouvelle onde géante. Et ces ondes géantes formées par ces paires d'électrons vont se superposer entre elles parfaitement. Le haut des vagues avec le haut des vagues, le bas des vagues avec le bas des vagues. De sorte qu'on est en train de finir, en étant parti d'un métal, avec une espèce d'onde géante, un peu comme un tsunami dans la mer par rapport à des petites vagues isolées. Cette onde est formée de plein d'électrons qui se sont tous ajustés entre eux pour former une sorte de super-électron. Cette onde géante, qu'on appelle nous un condensat, elle ne sera plus sensible à aucun défaut dans la matière, et donc elle conduira le courant parfaitement. Et cette même onde quantique, si vous approchez un aimant de l'onde quantique, ça va la faire tourbillonner. Et en tourbillonnant, qu'est-ce qu'elle va faire? Des électrons qui tourbillonnent, les physiciens savent ce que ça fait. Ça fait un courant électrique qui tourne, et un courant électrique qui tourne, c'est comme un aimant. Et donc ça va créer un aimant qui va repousser mon premier aimant. J'ai fabriqué un anti-aimant en faisant tourner des électrons qui sont capables de tourner puisque ça ne leur coûte pas de résistance électrique. Et donc la supraconductivité, c'est deux effets étonnants, résistance nulle, aimants qui sont repoussés, mais c'est surtout
la manifestation directe de la physique quantique avec, pour une des rares fois dans la physique, la formation d'une onde quantique réellement géante. Alors j'espère que vous tenez le coup jusqu'à présent, on a fait beaucoup de physique quantique. Avant de vous parler d'application, je vais vous dire pourquoi c'est encore un sujet de recherche. On pourrait se dire, bah ok, c'est une belle histoire qui a commencé en 1911 et qui a fini en 1957 quand Bardeen, Cooper et Schrieffer expliquent. Et c'est presque vrai. Et c'est ce qu'on pensait, jusqu'en 1986, où ces deux chercheurs suisses-allemands, Bednorz et Müller, qui travaillent dans un laboratoire à Zurich, chez IBM, découvrent un nouveau matériau supraconducteur. Alors ça, c'était pas très étonnant, on découvrait tous les jours des matériaux supraconducteurs. Sauf que le leur ne fonctionne pas comme avait prédit la théorie. Le leur fonctionne 10 fois plus chaud que les anciens. Et c'est pas normal, parce que cette théorie où les électrons peuvent s'attirer comme ça ne fonctionne qu'à très basse température quand vous avez suffisamment calmé les atomes pour permettre ce mouvement harmonieux entre électrons. Et si les atomes bougent trop, ça devrait détruire la vague. Et pourtant, eux, dans une céramique artificiellement fabriquée en laboratoire, découverte même avant en France, à Caen, ces chercheurs découvrent une supraconductivité anormalement chaude. Ça reste très froid, hein, on est vers moins 150 degrés, mais c'est 10 fois plus chaud que ce qu'on avait fait avant. Et cette céramique-là, on ne peut pas l'expliquer avec le modèle de Bardeen, Cooper et Schrieffer. Ça ne veut pas dire que ce modèle est faux, ce modèle est complètement vrai, correct et vérifié expérimentalement dans les métaux traditionnels. Mais dans ces nouvelles céramiques, il faut un nouveau modèle. Il faut comprendre d'où vient l'onde quantique. Et ça, eh ben, on en est encore là, ça fait 25-30 ans qu'on cherche. C'est un des sujets de recherche les plus étudiés actuellement en laboratoire. J'ai moi-même travaillé pendant une vingtaine d'années là-dessus. Et on n'est toujours pas capable de vous dire pourquoi la vague quantique se forme. On sait qu'elle est là, on connaît sa forme, on connaît sa texture, on ne sait pas comment elle se forme. Alors on pourrait se dire, mais depuis 25 ans, pourquoi est-ce qu'ils cherchent? En fait, ça a permis de développer plein d'autres recherches à côté pour justement comprendre ce problème très complexe qui est la formation d'une vague quantique à relativement haute température. Alors j'en ai fini avec cette recherche fondamentale. Alors cette recherche fondamentale, il faut savoir qu'elle touche la physique, bien sûr, elle touche aussi la chimie, et en particulier la chimie des matériaux, qui est cruciale pour construire ces nouveaux matériaux. Elle touche la nanophysique parce que ces supraconducteurs, on sait les rendre tout petits, et on peut justement les rendre tout petits, contrôler leurs propriétés et s'en servir pour des composants électroniques, par exemple. Et puis elle sert aussi dans un certain nombre d'applications, il y a beaucoup de recherches sur ces applications, et c'est ce que je vous propose de vous montrer maintenant. À quoi sert la supraconductivité dans la vie de presque tous les jours? Alors, à quoi ça sert? D'abord, à transporter l'électricité, évidemment. Ça ferait les meilleurs câbles au monde, vu qu'il n'y a plus de résistance électrique. Problème, il faut les refroidir. Et ça coûte cher. Donc, ce n'est pas encore rentable, mais il y a quand même eu des essais ici. Par exemple, un câble installé par American Superconductors et Nexans aux États-Unis, qui alimente toute une ville de 300 000 habitants, et dans lequel on fait circuler du courant dans des câbles supraconducteurs refroidis à l'azote liquide. Dans un câble supraconducteur, on peut faire circuler 10 000 fois plus de courant que dans un câble normal. Si on n'avait pas ce problème du froid, on remplacerait immédiatement toutes nos lignes à haute tension par des petits câbles supraconducteurs sous le sol, ce qui serait bien pratique et qui protégerait aussi l'environnement. Autre application, stocker l'électricité. Ici, c'est une bobine avec du fil supraconducteur, et vous mettez du courant dedans. Puis après, vous la refermez sur elle-même. Le courant reste, souvenez-vous de l'expérience de Camerlinghuns. Et le courant restant, il est stocké. Et si vous maintenez la bobine froide, le courant est stocké jusqu'à la fin des temps tant que vous ne l'utilisez pas. Et dès que vous le réutilisez, vous le récupérez à l'identique. Attention, hein, on ne produit pas d'énergie, on en stocke. Cette application, là aussi, pour l'instant, elle ne marche pas bien parce qu'il faut du froid, donc elle est très coûteuse, donc on préfère utiliser des accumulateurs habituels plutôt que ces outils-là pour l'instant pour stocker l'énergie, mais ça pourrait faire une solution pour le futur. Une application qui, là, pour le coup, marche et qui équipe un certain nombre d'antennes de téléphones portables, notamment à l'étranger, c'est les filtres. Alors, un téléphone portable, ça envoie des ondes électromagnétiques qui arrivent aux antennes, et ces antennes doivent trier entre plein de messages venant de plein de téléphones portables différents. Donc il y a tout un jeu fait par l'électronique pour trier entre les messages. Et l'électronique, pour faire ça, utilise ce qu'on appelle des filtres. Et un filtre, en général, dépend de la résistance du matériau qui le compose. Avec un supraconducteur, il n'y a pas de résistance, donc vous avez un filtre parfait. Les meilleurs filtres au monde pour les téléphones portables sont faits en supraconducteur, et c'est cette espèce de machine. Alors dans cette machine, en fait, le supra, il fait juste 1 ou 2 cm. Tout le reste, c'est le frigo. Dans cette machine, on ne va pas mettre de l'azote liquide pour refroidir le matériau. On a un petit frigo embarqué, très technique, qui permet de refroidir à moins 200, moins 220 degrés, juste en branchant sur le secteur le relais, de sorte qu'on puisse l'équiper sur le toit des maisons, et donc avoir d'excellents filtres en électronique, ce qui permet évidemment d'espacer plus les antennes et qu'elles soient moins puissantes, et donc de préserver aussi l'environnement d'un point de vue électromagnétique cette fois-ci. Autre application, alors là vous allez me dire, ce n'est pas vraiment une application, vous vous fichez de nous parce que vous êtes physicien, c'est une application pour nous les physiciens, mais après tout, vu que ça nous sert, je vais vous en parler. Vous avez peut-être entendu parler du boson de Higgs récemment, cette découverte incroyable faite au CERN, au LHC, de nouvelles particules élémentaires qu'on appelle le boson de Higgs. En fait, elle a été rendue possible grâce aux supraconducteurs. Pourquoi? Parce que dans ces expériences-là, ce que vous essayez de faire, c'est accélérer des particules, et au bout d'un moment, qu'elles se tapent entre elles et produisent de nouvelles particules.
Et pour les accélérer, vu qu'elles sont électriques, ce qu'il vous faut, c'est des champs électriques et des champs magnétiques pour les faire tourner. Ces champs électriques et ces champs magnétiques sont produits par des métaux supraconducteurs. Parce qu'on peut mettre plus de courant dedans et donc rendre le dispositif plus efficace. Évidemment, la conséquence de ça, c'est que le tunnel que vous allez voir ici, il est bourré d'hélium liquide en permanence. Ce sont les plus grands consommateurs de supraconducteurs et d'hélium liquide au monde, ces gens-là. Et donc, dans un tunnel qui fait des kilomètres, on a des supraconducteurs pour accélérer des toutes petites particules pour aller aux confins de nos connaissances dans la physique des hautes énergies et des particules. Alors, une application qui, elle, va être bien plus utile, c'est l'IRM. Et l'IRM, elle est possible grâce à ça. Regardez ce que c'est ça. Ça, c'est une bobine. Vous avez pris un métal et vous avez tourné comme ça. Et puis, les deux fils qu'on voit en haut, c'est juste pour amener le courant dans le métal. Si vous mettez du courant dans du métal qui tourne, souvenez-vous, ça fait un champ magnétique. Et donc, si ce métal, maintenant, c'est un supraconducteur, c'est pareil, ça va faire un champ magnétique, sauf que vous pouvez mettre beaucoup de courant dans le métal parce qu'il ne résiste pas. Et donc, si vous voulez produire un champ magnétique élevé sur Terre, votre seule manière de faire, c'est de mettre beaucoup de courant dans une bobine. Un aimant ne suffira pas, c'est quand même pas si fort que ça, un aimant. Et pour mettre beaucoup de courant, il faut avoir un supraconducteur pour pas que ça fonde. Parce que si vous prenez une bobine de cuivre et que vous mettez beaucoup de courant dedans, elle chauffe tellement qu'elle fond, c'est un super grille-pain. Supraconducteur, c'est formidable parce que non seulement ça ne chauffe pas, mais en plus, une fois que vous avez mis le courant, vous refermez la bobine sur elle-même et ça reste jusqu'à la fin des temps. Donc c'est assez économique de ce point de vue-là. Quand est-ce qu'on a besoin de champs magnétiques? Eh bien, par exemple, dans les IRM des hôpitaux. Une IRM d'un hôpital, excusez-moi, je passe là, voilà. Une IRM d'un hôpital, c'est quoi? C'est vous ici, le patient, c'est le docteur ou l'infirmière ici. Et puis, revenez juste avant, c'est cette espèce de tuyau qu'on a vu autour. On appelle ça un TOR. Et ce tuyau qu'on a vu, et qu'on va me remettre peut-être sur la diapo à un moment donné, c'est 10 000 tours de fils supraconducteurs qui tournent comme ça et dans lesquels on a mis du courant électrique, qu'on a refermé ensuite sur elle-même. Et ce courant se maintenant, comme je vous l'ai dit, de façon perpétuelle, ça crée un champ magnétique sur votre corps humain. Alors rassurez-vous, c'est un champ magnétique qui n'a absolument aucun effet nocif sur le corps humain, sauf si vous-même vous avez des objets magnétiques. Mais c'est un champ magnétique qui va permettre de faire toutes les images qu'on a en IRM. Alors pourquoi ça? C'est parce qu'un champ magnétique sur votre corps, qu'est-ce que ça va faire? Ça va très légèrement agir sur les noyaux des atomes de votre corps en les orientant magnétiquement. Et du fait qu'ils soient orientés magnétiquement, vous allez pouvoir faire des sortes d'images magnétiques du corps. Et on sait que par exemple, l'intérieur d'un tissu ne se comporte pas de la même manière qu'un cartilage ou qu'une zone liquide de votre corps d'un point de vue magnétique. Et donc en regardant cette espèce de signature magnétique dans votre corps et en faisant des tranches, en déplaçant les champs magnétiques finalement qu'on est en train de créer sur votre corps, on va pouvoir reconstituer des images sans avoir besoin de vous couper en tranches. Et donc on a pu inventer une imagerie non invasive, qui n'a pas d'effet sur votre corps, qui n'est pas nuisible. À la différence des rayons X par exemple, il n'y a pas de séquelles derrière, il n'y a pas du tout de radioactivité ici, mais qui permet de faire des images remarquables. Si vous regardez la diapo suivante, on va voir ici un exemple d'IRM où on va pouvoir rentrer dans le corps humain. Alors si on ne la voit pas, c'est pas grave, on va passer à la suite. Non? Ah la voilà, regardez bien. Ça c'est vous dans lequel je rentre. Regardez bien, on reconnaît votre œil ici, votre cerveau, votre nez. Ici, on n'a pas découpé le corps en tranches. Ici, on a juste une expérience de physique quantique, on appelle ça l'effet Zeeman, qui permet par résonance magnétique nucléaire dans une bobine supraconductrice de faire ces images. Donc là, on a une application directe d'une des recherches les plus fondamentales dans un des cas les plus utiles pour nous, la médecine. Et puis, dernière application, le train supraconducteur. On y revient à ce train-là, c'est le train le plus rapide au monde, il va à presque 600 km/h, on va vous en parler dans le cours en ligne. Comment il fonctionne? En fait, c'est le train qui va le plus vite au monde parce qu'ils ont triché. En fait, ce n'est pas un train, c'est une fusée horizontale. Pourquoi? Parce que ce train ne touche pas les rails. Ce train lévite, alors on va le voir marcher, regardez la vidéo. On a un train en fait qui lévite, là on a la vitesse de croisière dans le train, vous voyez il est à 500 km/h, il peut aller jusqu'à 586 km/h. Il est au Japon, c'est un train expérimental mais qu'on peut utiliser sur une trentaine de kilomètres. Et en fait le train ne touche pas les rails. Vu qu'il ne touche pas les rails, il n'y a pas de frottement, et donc on gagne en énergie. Donc on peut le faire aller plus vite. Évidemment, on se pose plein d'autres problèmes, des problèmes d'aérodynamique par exemple. Vous allez voir, on a vraiment l'impression d'une fusée quand on le voit arriver. Regardez-le, il nous arrive dessus là. Mais ce train fusée horizontale, en réalité, est le train le plus rapide au monde parce qu'il ne touche pas les rails. Alors, attention, cette lévitation, ce n'est pas exactement la même que celle que je vous ai montrée juste avant. Juste avant, je vous ai montré qu'on pouvait avoir un train, enfin, un aimant qui lévitait au-dessus d'un supraconducteur et que ça pouvait le permettre de le faire avancer. Mais ce train-là, lui, il utilise une autre astuce. Il utilise vraiment la même technique que les IRM. À bord du train, il y a en fait des bobines supraconductrices qui créent donc des champs magnétiques, comme dans l'IRM. Et ces champs vont vers les rails, et les rails, de part et d'autre, sont également munis de bobines qui vont répondre avec des forces magnétiques. Quand vous créez un champ magnétique sur une bobine, ça crée une force. Et ces forces-là vont agir sur le train. Regardez ici, nous on aime bien mettre des flèches, les physiciens, qui donnent le sens, avec les pôles nord, pôle sud, le sens des flèches. Ça va pousser le train et le tenir en fait comme ça.
Et donc le train ne touche plus les rails parce qu'il est maintenu par des forces sur les côtés, comme si vous l'accrochiez avec deux ressorts invisibles. Sauf qu'il ne touche pas le rail, donc il ne frotte pas tout en étant tenu. Après, c'est d'autres rangées de bobines électriques qui vont, avec des petits champs magnétiques, pousser le train par derrière. Donc le système de propulsion est également magnétique, mais c'est encore une autre histoire. Ce qui permet à ce train quand même d'aller vite, c'est le fait qu'il ne touche pas les rails. Il utilise la supraconductivité dans ses parois. Alors vous allez me dire, mais les gens, là, ils n'ont pas l'air d'avoir froid. C'est parce qu'on a utilisé un très bon isolant entre la paroi et là où sont les gens. Et donc vous voyez, je suis parti de phénomènes très fondamentaux, la physique quantique, les très basses températures, le zéro absolu, la résistance, pour finir finalement sur un des applications presque de notre quotidien, l'IRM des hôpitaux, les relais de téléphone portable, et des applications presque futuristes, les trains qui vont les plus vite au monde. J'aimerais finir, avant d'être ouvert aux questions, par essayer d'imaginer le futur ensemble. Essayons d'imaginer ce qui pourrait se passer si on était capable de faire ces supraconducteurs sans avoir besoin de les refroidir, sans avoir besoin de mettre de l'azote ou de l'hélium liquide. Alors est-ce qu'on en est capable? Pour l'instant, non. Mais c'est un sujet de recherche et on ne désespère pas d'y arriver un jour. Vu que de toute façon, on n'a pas compris comment ces systèmes marchent actuellement, on n'a pas de limite a priori sur est-ce qu'on va réussir à les améliorer ou pas. Et donc, lâchons-nous un peu pour la fin de cette conférence, que les physiciens sortent de la pièce, et essayons d'imaginer, pendant les 5 minutes qui nous restent, qu'est-ce qui se passerait dans le monde du futur si on pouvait faire léviter des objets avec la supraconductivité sans avoir besoin de refroidir. Alors, d'abord, on peut le faire, et on peut s'amuser à le faire avec de l'azote liquide. C'est ce qu'on avait fait par exemple pour l'année de la supraconductivité, ici avec le CNRS et l'Université Paris-Sud, où on avait fabriqué une tour Eiffel quantique, dont chaque étage flottait au-dessus du précédent. On pourrait faire ça avec la vraie tour Eiffel, mais il nous faudrait beaucoup d'azote liquide et beaucoup de supraconducteurs. Donc nous, on a fait une petite tour Eiffel miniature, qu'on a mise en face de la vraie tour Eiffel, pour inviter les gens à un voyage quantique en direct, en vrai, où les gens puissent voir en vrai cette lévitation. Je vous assure, elle est spectaculaire en vidéo, mais à la voir en vrai, c'est bien plus incroyable. Si vous avez la chance de la voir près de chez vous, courez-y. Donc cette tour Eiffel, elle pourrait être du futur, mais en fait, je sais déjà la faire maintenant avec un prototype. Autre exemple d'objet du futur qu'on a déjà réussi à faire maintenant, c'est un surf développé par nos collègues de l'Université Paris Diderot, où là, ils ont rempli le surf de supraconducteurs. Ici, on verse de l'azote liquide, et on met en dessous, regardez bien, des aimants. Et donc, on a fait une lévitation, un peu comme le train japonais, mais cette fois-ci vraiment avec de la lévitation quantique supraconductrice, et on met des gens dessus qui flottent sans frotter. Alors, il est extrêmement dangereux, ce surf. Moi, je l'ai essayé, je me suis cassé la figure, parce que quand vous montez dessus, vous glissez immédiatement en arrière parce qu'il n'y a pas de frottement. Ce surf, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont montées dessus, à qui on a donné leur diplôme officiel de lévitation, pour leur faire vivre vraiment une expérience quantique, et c'est un excellent outil pour nous de médiation pour parler de physique quantique. Ce surf, on pourrait l'imaginer dans le futur, si on n'avait plus besoin de le refroidir, presque dans la vie de tous les jours. Attention, on n'a quand même pas le surf de retour vers le futur, parce qu'on ne peut pas aller n'importe où, on est quand même guidé sur un rail, il y a quand même des limitations. Alors si on se lâche complètement maintenant, on peut aller vers le futur. Qu'est-ce qui se passerait si on découvrait des supraconducteurs qui fonctionnent à haute température, c'est-à-dire par exemple à la température de cette pièce, 20 degrés. Alors pour réfléchir à ça, on a été voir une école de design, le NSCI, les ateliers, avec qui on a travaillé sur cette question-là, donc avec des étudiants en design. On leur a expliqué ce qu'était la physique, ils nous ont expliqué ce qu'était le design, et ensemble on a essayé d'imaginer des nouveaux dispositifs réalistes, mais où on enlève l'azote liquide. Et voilà une des premières idées qu'ils nous ont proposées, c'est des poignées qui tiennent votre plat sans que vous vous brûliez, puisque vous ne le touchez pas, vous tenez sans toucher. Donc vous arrivez devant votre four, vous prenez votre plat, vous le sortez du four, vous ne vous êtes pas brûlé. Évidemment, après, vous avez planqué des aimants dans la table, de sorte que, regardez bien sur la diapo suivante, ce plat-là, si maintenant vous le posez sur une table, il flotte. Il flotte exactement pour les mêmes raisons que l'expérience que je vous ai montrée tout à l'heure. Seule différence, j'ai enlevé l'azote liquide. Dans la vraie vie, je pourrais faire cette expérience-là, mais je devrais mettre de l'azote liquide dans le plat. Autre idée, développée par les designers, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des tissus supraconducteurs? Donc je vais vous présenter cette vidéo-là, réalisée par les étudiants en design. Vous essayez d'imaginer un tissu supraconducteur. Attention, on leur a dit ne vous lâchez pas complètement, ne faites pas n'importe quoi, essayez de vraiment faire un tissu avec de l'azote liquide. Et ensuite, vous verrez bien ce que ce tissu vous permet d'imaginer pour le futur. Donc la première moitié de la vidéo qu'on voit maintenant est réaliste. Elle a été faite vraiment en laboratoire. La deuxième partie sera de la science-fiction. Les petits grains noirs que vous voyez ici sont supraconducteurs, on les plonge dans l'azote liquide, on les met au-dessus d'un aimant, et on a inventé un tissu supraconducteur, c'est-à-dire un matériau flexible, mais qui flotte au-dessus d'un aimant. À partir de là, les designers se disent, ok, est-ce qu'on pourrait maintenant mettre ça dans des tissus à même le corps? Pas maintenant, mais si on peut le faire un jour, qu'est-ce que ça permettrait d'inventer comme tissu? Et je vous laisse voir la suite de la vidéo.
ici, tout ce que vous voyez et qui est noir est supraconducteur. Il faut l'imaginer comme tel. Des chaussettes, un t-shirt, des genouillères. Vous avez une ligne de sport supraconductrice. Et maintenant, ce que vous voyez, je ne sais pas si on a le son de la vidéo, mais ce que vous voyez très clairement, c'est que les objets s'accrochent sans toucher. Cette genouillère, par exemple, ne touche plus votre genou et donc amortit très bien les chocs. Et elle est bien plus agréable, évidemment, à porter. Autre exemple, les chaussettes supraconductrices vont flotter au-dessus des tennis si les tennis sont pourvus d'aimants. À nouveau, c'est une situation réaliste, sauf que là, actuellement, il faudrait mettre de l'azote liquide dans les tennis, ce qui ne serait pas pratique. Mais peut-être qu'un jour, on saura le faire sans azote liquide. Dernier exemple, évidemment, le sac à dos. Alors là, je vous laisse réfléchir, justement, vu que vous êtes sur un MOOC de physique. Est-ce que le sac à dos continue à peser ou pas? Alors en réalité, oui, je peux vous donner la réponse tout de suite. Vous ne trichez pas avec la gravité. Il continue à être lourd, mais il ne touche plus votre dos. Et pour tous les randonneurs, vous savez bien à quel point ça serait agréable, un sac à dos qui ne touche plus votre dos. Alors là, on est un peu bête, on aurait dû même mettre un skate supraconducteur pour s'en aller. Donc voilà, première idée, réinventer les tissus du futur. Deuxième et dernière idée, et je finirai avec ça, est-ce qu'on pourrait inventer des bijoux cette fois-ci, après la ligne de sport? Alors c'est ce que cette designeuse a fait dans cette deuxième vidéo, toujours extrait de ce projet, où ici Delphine va imaginer un bijou supraconducteur. Donc on a fait la vraie expérience, vous prenez des supraconducteurs ici en noir, vous les recouvrez d'azote liquide, et si vous approchez un aimant, il va faire flotter le supraconducteur à distance et le maintenir jusqu'à ce que ça se réchauffe. Au bout d'un moment, vous voyez bien que la poudre noire retombe parce qu'elle se réchauffe. Et donc, muni de cette idée-là, vous pouvez inventer des bijoux avec deux façons d'inventer les bijoux. Première façon, tiens, c'est écrit en anglais, on est complètement international. Première façon, si votre poudre est supraconductrice et que votre bijou contient un petit aimant que vous avez caché dedans, il va flotter au-dessus de la poudre. Donc, il suffit maintenant le matin de prendre de la crème de beauté, d'y mettre un peu de supraconducteur, de mélanger, c'est pas du tout toxique, hein, c'est des céramiques, les supraconducteurs, comme les céramiques chez vous, hein, comme des assiettes ou des mugs, donc c'est comme si vous broyiez un mug, et vous choisissez où vous mettez votre bijou le matin. Et regardez, le bijou est tenu à distance. Là, évidemment, on a fait un trucage parce qu'on ne voulait pas mettre de l'azote liquide sur la main de la jeune demoiselle. Et puis, vous pouvez imaginer la deuxième version des bijoux que je vais vous présenter après. Regardez d'abord ce qu'ont imaginé les designers en termes de bijoux, en termes d'ombre portée, en termes de position du collier. On invente tout un univers esthétique, finalement, grâce à la supraconductivité. Deuxième façon de faire, maintenant, la demoiselle va faire une poudre magnétique. Autrement dit, sa crème contenant des aimants, elle est en train de construire le même rail que le surf que vous avez vu tout à l'heure. Si le bijou, cette fois, est supraconducteur, il suffira le matin de dessiner la forme que vous avez envie sur votre corps. Et si vous amenez ensuite un bijou supraconducteur près de votre corps, non seulement il va l'éviter, mais en plus, il va suivre le trajet que vous avez choisi le matin. Donc là, on n'est plus du tout dans le quotidien, on est dans le futur, mais pas un futur complètement invraisemblable, j'insiste là-dessus, pas un futur complètement délirant de film de science-fiction, un futur qui aura peut-être lieu un jour. Et donc, j'en finis avec ça, avec cette idée qu'on a un sujet découvert par les physiciens de la physique quantique, en laboratoire, dans des conditions extrêmes, dont la compréhension implique des théories très complexes que je ne vous ai pas expliquées en détail, hein, la forme de cette vague, sa circulation, et qui fait le sujet de recherche très actuel, donc un sujet de recherche fondamentale, mais qui a un certain nombre d'applications où on n'attend pas nécessairement d'avoir compris pour trouver des applications, et qui aurait des perspectives dans le futur assez étonnantes, y compris du côté des applications, comme je viens de vous le montrer, mais aussi pour nous chercheurs. Si on arrive à comprendre cette supraconductivité, on pense que ça nous permettra aussi de comprendre plein d'autres sujets de physique qui nous échappent encore. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention. Alors Julien, merci beaucoup pour cette excellente conférence, ça nous a appris beaucoup de choses. Forcément, ça suscite des questions. La première, sans doute que beaucoup de monde se pose, est-ce que les supraconducteurs, ça coûte cher ? Non, en fait, ça ne coûte pas très cher. C'est des mélanges d'oxydes, donc c'est des cas assez classiques de chimie des solides. Ça dépend de sa qualité. Mais un supraconducteur, une pastille comme celle que je vous ai montrée dans les vidéos qui permettent de faire flotter les aimants, ça coûte quelques dizaines d'euros, peut-être 50, 60 euros. Évidemment, c'est cher pour une pastille, mais quand on voit qu'elle fait léviter les aimants, c'est pas si cher. Bon, par contre, vous ne pourrez pas faire ça chez vous parce que vous n'aurez pas l'azote liquide. L'azote liquide, ça coûte très peu cher, mais c'est dangereux. Donc on le réserve quand même aux établissements scolaires, aux laboratoires, aux musées des sciences. Bon, c'est une bonne occasion pour vous aussi de venir voir les chercheurs dans les fêtes des sciences ou d'aller dans les musées des sciences, voir ces expériences en direct. Oui, peut-être justement, tu peux nous expliquer comment on fabrique l'azote liquide? Ah, alors l'azote liquide, ça c'est un vieux truc du 19e siècle. Si vous voulez rendre un gaz liquide à basse température, va en général falloir faire la chose suivante. Vous vous souvenez du gaz, c'est les atomes qui bougent n'importe comment. Vous allez les écraser, les compresser, ces atomes, donc vous comprimez le gaz dans une petite enceinte et vous faites passer ça ensuite par un tout petit trou et vous le faites aller dans un très grand volume sur lequel vous pompez avec un aspirateur ou avec une pompe. Et quand vous faites ça, les atomes ils vont être obligés d'aller occuper le grand volume et de se séparer.
Et se séparer, ça va leur coûter de l'énergie et donc ça va les ralentir. Et donc en ayant obligé les atomes à se séparer, on appelle ça une détente de Joule-Thomson, nous les physiciens, vous les refroidissez, puis après vous récupérez ce gaz et vous recommencez, et vous recommencez, et vous recommencez. Si vous vous y prenez bien, à la fin, le gaz est tellement froid qu'il devient liquide et dans la grande enceinte, vous allez en bas récupérer du liquide. Alors dit comme ça, c'est facile, mais pour certains gaz, c'est bien plus compliqué que pour d'autres, et pour l'hélium, c'est évidemment le plus compliqué. Un liquéfacteur d'hélium, c'est un très gros machin dans les laboratoires ou dans les entreprises, les industries, qui existe à quelques endroits et qui est très technologique. Mais en gros, c'est des compresseurs et des pompes, un peu comme dans les frigos. D'accord, ok, merci. Alors justement, tu nous as fait rêver un peu avec les trains. Pourquoi on n'a pas ce train-là à la place des TGV? Alors, on est content du TGV, mais quand même. Ah ouais, moi j'aimerais bien, j'aimerais vraiment bien avoir ce train-là pour me déplacer et me sentir à chaque fois sur un train quantique. Il coûte cher en fait. Et puis il est très technologique. Et ce qui coûte cher, ce n'est pas nécessairement les supraconducteurs à bord du train, mais c'est les rails. Les rails, ce n'est pas des rails très simples comme dans un TGV, c'est des rails avec beaucoup de technologie, avec des bobines, avec du courant électrique par induction. Il n'est pas très économe ce train en réalité, parce qu'il coûte beaucoup de courant dans les rails pour faire avancer le train. Par contre, si peut-être dans le futur on fait des progrès techniques dans la production du courant et puis aussi dans la cryogénie, dans le froid, et il y a vraiment de grands progrès ces dernières années là-dedans, et bien peut-être que d'ici 10, 20, 30 ans, ça sera le train de base partout sur Terre. En tous les cas, c'est celui qui va encore le plus vite. Il reste pour l'instant à l'état de prototype au Japon en utilisant cette technologie supraconductrice. D'accord. Alors pour les plus frileux d'entre nous, hein, sans mauvais jeu de mots, pour ceux un peu craintifs, il est dangereux ce train ou pas? Non, 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 alors a priori il n'est pas très dangereux, hein, c'est comme un train normal. Le seul problème c'est s'il y a une coupure de courant. Parce que s'il y a une coupure de courant, vu que c'est le courant qui vous fait avancer, vous n'avez plus trop de manière de freiner en réalité. Alors là, il y a plusieurs systèmes de sécurité, notamment d'aller s'accrocher vraiment au rail avec des patins. Et puis il y a souvent aussi des systèmes de parachute, un peu comme la navette spatiale, vous savez, qui vont lui permettre de freiner et de vraiment freiner s'il y a un vrai problème avec l'installation et d'avoir une manière finalement de s'accrocher au rail et de ralentir. Donc il y a un certain nombre de sécurités prévues et il n'y a pas eu d'accident à ma connaissance sur le train japonais. Ah, d'accord. Alors on parle un peu futur, tu nous as dit que justement tout ce domaine c'est encore un sujet de recherche. Pourquoi on n'a pas encore compris depuis le temps? Ah ouais, on n'est pas très bon, il faut être honnête. Ça fait 25-30 ans, c'est pas parce qu'on est peu nombreux ou qu'on n'est pas motivé. Ça a été vraiment un des sujets où il y a eu le plus grand nombre de publications parues dans l'histoire des sciences pour comprendre pourquoi les nouveaux supraconducteurs sont supraconducteurs. La raison pour laquelle on n'a pas compris, elle est assez simple finalement à expliquer. C'est que ce supraconducteur, c'est des carrés de cuivre et d'oxygène. Et les électrons se déplacent sur les arêtes des carrés. Il faut les imaginer un peu comme dans les rues de New York. Et quand deux électrons arrivent à un même carrefour, ils se repoussent, parce que deux électrons se repoussent. Et ça, c'est une catastrophe. Ça fait qu'ils essayent toujours de s'éviter les uns les autres. Ils ont du mal à se déplacer. Et pour le physicien, c'est une galère incroyable de décrire ce système-là. On appelle ça un système d'électrons très corrélés. C'est un système où dès que je veux comprendre comment fait un électron, il faut que je sache où sont tous les autres. Et le problème, c'est qu'il y en a des milliards de milliards de milliards. Donc c'est un problème très complexe d'un point de vue fondamental, théorique. Mais d'un autre côté, si on voit le bon côté des choses, ça fait que depuis 25-30 ans, on a dû complètement renouveler nos façons de faire, de mesurer, de prévoir, de modéliser, d'un point de vue numérique, d'un point de vue conceptuel, et de réinventer en fait la physique des oxydes. Et donc, ce problème extrêmement compliqué, c'est souvent ça en physique, quand il y a un problème vraiment difficile et qui ne se résout pas facilement, et ben ça nous oblige à nous surpasser, et ça nous a permis d'inventer plein de choses depuis qui servent dans plein de branches de la physique. Ça nous a permis de développer plein d'outils de mesure qu'on utilise maintenant ailleurs, et donc très souvent, quand on a un problème qui nous résiste, ben ça nous permet de nous surpasser. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Le mauvais côté des choses, c'est que pour l'instant, c'est un des sujets de recherche qu'on n'a toujours pas compris. C'est une des grandes énigmes de la physique moderne. D'accord. Et puis une petite dernière avant de te rejoindre sur Twitter et sur le forum. Tu nous as parlé des supraconducteurs où on n'a pas besoin de refroidir. Allez, fais-nous rêver. C'est pour quand? Ah, c'est une question qu'aiment bien poser les journalistes, ça. Mais alors quand est-ce que vous allez les faire, ces semelles supraconductrices et ces bijoux supraconducteurs? Je ne sais pas. Je ne sais pas et ça fait même partie de mon métier de ne pas savoir. Un chercheur, par définition, va aller chercher, notamment en physique fondamentale, des choses qui n'ont pas été trouvées avant lui. Et donc il ne sait pas où il va. C'est ça qui est de formidable, de très excitant, mais aussi de très frustrant avec la recherche, c'est qu'on n'a pas un programme qui nous dit « bon, dans 2 ans j'ai trouvé ça, puis dans 1 an j'ai trouvé ça ». Non, on ne sait pas. On y va un peu au feeling, à l'intuition, à l'inconnu, avec notre expérience, en discutant avec les collègues, et on va essayer d'aller explorer des territoires inconnus. Et donc, j'aimerais que ce que vous reteniez peut-être de mon intervention, au-delà du côté peut-être magique des supraconducteurs, c'est que la recherche fondamentale, elle a du sens, y compris dans notre société, y compris pour les objets du quotidien, mais qu'il faut lui faire confiance à un moment donné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas lui dire « trouve-nous les semelles, trouve-nous le train, trouve-nous ceci ». Il faut lui dire « cherche ce que tu as envie, essaye d'aller explorer des pistes inconnues et on verra bien ce que ça donne ». Et en l'occurrence, tous ces chercheurs dans le laboratoire cherchent à trouver des supraconducteurs plus chauds, mais peut-être que la solution va venir d'un laboratoire qui n'étudie absolument pas ça et qui étudie un autre objet, comme je ne sais pas, des condensats de Bose-Einstein par exemple, mais qui va trouver sans s'y attendre une solution au problème auquel nous, on s'est attaqué. Et donc,
Le message, c'est je ne sais pas quand ça aura lieu, j'espère que ça sera demain ou après-demain ou après-après-demain, mais on travaille tous dessus et sur plein d'autres sujets pour essayer de révolutionner le monde du futur. Affaire à suivre finalement. Merci en tout cas pour cette excellente conférence. J'espère que vous avez tous apprécié. N'hésitez pas à continuer la discussion sur Twitter, Julien va nous rejoindre directement, ou sur le forum du MOOC Quidquam. Et puis à bientôt pour la prochaine conférence live. Merci à tous.